Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, nous entamons un voyage surprenant à travers l'histoire de la connaissance avec Nas Botamina. Science et mythes est une émission qui a pour objectif de réviser, d'auditer, de remettre en cause des mythes historiques qui se sont élevés au rang de vérité scientifique. Notre invité est un scientifique, un biologiste, un immunologiste de spécialité, mais qui se refuse de se confiner dans sa spécialité pour avoir une vision globale du monde et des sciences. Auteur d'une 50aine d'ouvrages, dont une trentaine aux éditions allemandes Bode, traitant des sciences humaines, allant de l'anthropologie à la biologie, passant par la sociologie et la théologie. Nas Botamina, que nous remercions pour avoir accepté notre invitation, introduit des notions nouvelles, des modèles originaux et des données inédites, questionnants, bouleversants, voire remplaçant des données dites scientifiques et des théories scientifiques. Tout au long des épisodes, nous allons entendre parler d'anthropologie d'islam, de rétablisme, d'arabe kabéen, d'arabe tawassou et bien d'autres concepts nouveaux, partisans de l'antidogmatisme historico-scientifique. Je suis sûr que nous allons vivre des moments agréables et un voyage qui ne sera pas comme les autres. Je commence cet épisode qui s'appelle « Une anthropologie nouvelle ». Vous avez écrit 8 volumes sur l'anthropologie. Vous pouvez nous parler un peu de l'idée, comment il est venu au départ, et de la succession de ces éditions. Donc l'idée au départ, c'était dû à la formation, disons, scolaire d'une partie, et puis universitaire surtout, quoi. Donc j'ai étudié un peu, j'ai pas étudié un peu, j'ai étudié donc les sciences biomédicales. Donc forcément, j'étais en relation directe avec l'homme. Donc l'homme d'un point de vue anatomique, physiologique, etc., quoi. Et petit à petit, des questions qui me perturbaient, mais que je ne trouvais pas de réponse, parce que justement dans un cursus biologique, il est toujours question d'évolution, d'apparition de l'homme d'un point de vue hasardeux, accidentel. Donc il y avait beaucoup de choses qui me perturbaient, je n'étais pas tout à fait d'accord. Et donc, il faut dire une vérité, c'est que j'étais pas très non plus, j'étais un athée assez convaincu. Donc l'athéisme, c'était pour moi quelque chose de logique, de normal. Et donc je connaissais absolument pas le Coran et le contenu coranique, quoi. Donc voilà. Et petit à petit, je me posais des questions. Et au fur et à mesure de mes pérégrinations intellectuelles, il s'avère que j'étais plus ou moins un peu éclairé. Donc je me suis approché un petit peu de ce contenu coranique, en lisant d'abord le Coran, et puis même en essayant même je l'avoue, d'essayer de démonter le Coran pour voir la logique réelle de ce contexte. Et surtout que je n'ai pas trop accès à l'arabe classique direct, quoi. Donc j'avais une traduction, mais même après une longue période de méditation et surtout d'analyse de ce Coran, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des études scientifiques, on a une méthodologie, une analyse assez critique. Donc on va essayer de trouver les failles de n'importe quelle étude pour essayer de la valider. Et là, c'est quelque chose d'important parce que valider, c'est beaucoup plus spirituel quelque part que scientifique. Et donc, j'ai essayé de voir un peu ce contenu coranique, pourquoi, qui est-il, etc., quoi. Donc, il s'avère que j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont permis ensuite de mettre en œuvre une nouvelle pensée basée sur le contenu scientifique du Coran, qui est un peu différent, je dirais carrément différent de ce qui a été proposé par différents auteurs à travers le monde, par une approche assez nouvelle. Donc, comme je suis un petit peu initié à tout ce qui est en rapport avec les techniques, techniques scientifiques et médicaux, donc j'essaie de passer à une analyse morphologique de l'homme, psychologique, etc.
Donc, et à force d'avancer, on commence à maîtriser un peu le contenu coranique. Justement, vous remettez en cause la classification de la préhistoire, telle que connue par la science actuelle. Dans des tableaux, vous commencez déjà par simplifier cette classification actuelle, mais vous la remettez en cause. L'homme ne serait pas, selon vous, né ou venu à la Terre en 3,5 000 ans avant ou un million d'années avant. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'allais justement, donc, merci de me poser cette question. Donc, cette étude de ce contenu coranique avec la formation scientifique, j'ai essayé de trouver un lien qui m'a permis par la suite de faire d'autres ouvrages en me basant spécifiquement sur la science, à la lumière de la science, pour connaître un peu le contenu coranique. Donc, j'ai fait différents ouvrages pour m'éviter un peu de répéter aux gens les notions nouvelles que j'ai acquises. J'ai dit, je vais les mettre quand même par écrit pour éclairer un peu les gens qui sont en quête spirituelle, en quête de connaissances, quoi. Donc, le premier ouvrage que j'avais fait, c'était l'apparition de l'homme, modélisation islamique. Donc, c'est vrai que cet ouvrage, c'est une approche des sciences actuelles, contemporaines, que communément admises par la communauté scientifique, en utilisant leurs propres techniques, leurs propres sciences, leurs propres recherches, pour essayer de trouver une comparaison, plutôt une dualité et plutôt une preuve que ce que le Coran, ce que la science révèle par rapport à la révélation coranique. C'est vrai que il est apparu dans le premier chapitre de cet ouvrage, un long chapitre, où je fais je mets en exergue l'état actuel des connaissances en rapport avec la science et l'homme en général. Donc d'après la communauté scientifique, l'homme, pour ne pas dire de l'origine de la vie, c'est encore peut-être un autre sujet qu'on pourra aborder à un autre moment, mais l'origine de l'homme, c'est son apparition, sa chronologie, sa zone géographique, ne colle absolument pas avec les révélations coraniques. D'une part, d'après toujours la communauté scientifique, l'homme est apparu il y a 4,5 à 5 millions d'années. Il est d'une origine simienne. Les grands pongidés comme les singes, donc les chimpanzés, les gorilles, etc. Donc il a une origine commune et à force d'évoluer, certains même apportent l'origine de l'homme au niveau de la corne de l'Afrique, c'est-à-dire dans un milieu qui est géré par la savane. Donc la savane, au départ, c'était un mammifère qui était à quatre pattes et qui, à force de vouloir s'élever au niveau pour voir un peu à l'horizon, par rapport à la savane, il y avait des grandes herbes, donc il ne pouvait pas. Donc s'élever pour voir un peu à l'horizontale, il s'est mis debout. Bon, ça paraît quand même quelque chose j'arrive pas à comprendre ça. De farfelu. Complètement farfelu, je veux dire, ça n'a aucune origine. Il y a ceci, il y a encore le rapport, par exemple, le langage. Comment a-t-il acquis le langage ? La posture, pourquoi la courbure de sa colonne vertébrale, la forme de son crâne, la capacité crânienne, ses mains, en fait il a 4 mains le singe, comment il est passé de 4 mains à 2 mains déjà, etc., qui fait que les réponses sont en contradiction totale avec... Très bien. En fait, pour éclairer le téléspectateur qui n'est pas habitué à ces termes, est-ce que sur la base de quelques fragments d'eau éparpillés ça et là à travers des années, est-ce qu'on peut arriver à ces conclusions pour dire le mode vestimentaire, l'habitat, la posture, la stature, etc. Est-ce qu'on peut, à partir de ces fragments, d'ailleurs j'ai vu dans votre livre des fragments, en fait l'état actuel de toutes les découvertes d'ossements, etc. Est-ce que je trouve personnellement qu'on ne peut pas faire des déductions à partir de ces quelques fragments éparpillés. Oui, tout à fait. Il est impossible de reconstituer le crâne ou la forme ou l'aspect du squelette à partir d'un fragment de mâchoire, un fragment de calotte crânienne, d'un fragment d'os qui soit long ou court. Donc il est impossible. Et donc, cette espèce de morphogenèse qu'on essaye de créer,
bon, on ne tient pas la route. Et même quand on a étudié un peu de très près ces fragments, il s'avère qu'ils ont beaucoup plus la ressemblance avec les pongidés qu'on connaît actuellement, qui d'ailleurs leur servent de base d'étude, de comparaison, hein, de comparatif. Et forcément, une question qui intrigue, c'est comment se fait-il que nous trouvons beaucoup de vestiges de certains reptiles, par exemple certains dinosaures, pratiquement intacts, mais qu'on n'arrive absolument pas à trouver un squelette qui remonte avant la période de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, d'après toujours la classification scientifique, l'Homo sapiens sapiens est l'hominidé actuel, c'est-à-dire que moi, toi, donc on est des Homo sapiens sapiens, et qui daterait d'après certaines datations au carbone 14 et d'autres techniques de datation, à peu près 50 000 ans. 50 000 ans. Avant 50 000 ans, on n'a aucun squelette, aucun fragment d'un squelette humain. Et encore faut-il, avec ces fragments que tu disais tout à l'heure, une calotte crânienne, déjà il faut qu'on trouve déjà un squelette en très bon état. Et pour faire une comparaison, il faudrait vraiment, pour authentifier ce genre de dire, il faut qu'il y ait un deuxième, un troisième pour essayer de vérifier ça. Je fais appel à votre spécialité, à la biologie. Est-ce qu'à partir d'une analyse comparative entre les pongidés, les simiens que vous appelez, et l'homme, est-ce qu'à partir de cette comparaison, on peut dire qu'il y a possibilité d'évolution? Est-ce que la génétique n'intervient pas aussi? Moi, je dirais que, en fin de compte, la génétique, c'est une discipline qui est venue au secours de l'anthropologie et de la paléontologie et de l'archéologie en général, quoi. Elle est venue au secours parce qu'ils n'avaient plus d'arguments à présenter, puisque au fur et à mesure que les sciences progressent et les découvertes qui se font, donc on essaye de trouver un lien commun entre le singe et l'homme, d'où le chaînon manquant. Voilà. D'après la communauté scientifique, il y a une certaine période, un singe est devenu homme après s'être scindé, une ramification de l'arbre généalogique avec ce chaînon manquant. Et ils cherchent toujours ce chaînon manquant. Qui est-il, ce chaînon manquant, quoi? Et donc, ils essayent de trouver une sortie de secours. Une sortie de secours, absolument. Il faut qu'ils sortent, qu'ils trouvent le lien, la comparaison avec le singe, parce que le singe, à peu près physiologiquement, il nous ressemble, il a une tête, il a des mains, ça. Donc, il fallait, quoi. Donc, ils ont trouvé. Donc, la génétique est un point, est une discipline qui vient vite en aide, au secours de l'anthropologie, de la paléontologie. Mais le fait, c'est que il y a des brèches, il y a des failles. Ils disent, par exemple, que 98% des gènes du singe sont retrouvés chez l'homme. Je dirais qu'il y a aussi 98% de gènes qui composent la pomme de terre. Ce n'est pas pour autant qu'on ait des sacs de patates. Donc voilà. En fait, vous allez me répondre, continuez votre réponse sur la classification que vous avez adoptée de la préhistoire dans un deuxième épisode. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est passionnant et j'ai hâte à entamer le deuxième épisode. Merci beaucoup, Nas. Merci, messieurs. Et au prochain épisode qui va traiter de la classification de la préhistoire selon Nas Boutamina. Au revoir.